Bonjour. Aujourd'hui, une émission spéciale sur la Nintendo 64. Dans l'émission de la semaine dernière, j'avais fait un point sur la Saturn versus PlayStation, la guerre des consoles 32 bits, le début de la guerre des consoles. J'avais mis la Nintendo 64 un petit peu à part dans cette guerre parce qu'elle a un positionnement qui n'est pas le même que ce que Sega et Sony avaient choisi. Nintendo a toujours su rebondir malgré les difficultés, malgré les problèmes. La Nintendo 64, quand elle a été annoncée, tout le monde était très enthousiaste. Il y a eu quand même quelques désillusions. Déjà, il faut se rappeler que c'est pour ça que je suis en train de la montrer là maintenant. Avant de s'appeler la Nintendo 64, le nom de code était l'Ultra 64. Là, on voit bien. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un prototype de Ultra 64 que j'aurais volé à Miyamoto lors du développement de Mario 64. C'est un custom, mais très bien fait. Par contre, c'est une vraie Nintendo 64. Alors, l'accessoire qu'il y a dessous, on va en parler juste après parce qu'il n'était pas sorti la première année, évidemment. C'est un accessoire qui a été disponible au Japon, mais bien après. Donc, la Nintendo 64. On commence à voir les photos dans les magazines et on voit des vidéos, notamment une de Final Fantasy, parce qu'il était encore question que Final Fantasy sorte sur la console Nintendo. On voit des images qui ont l'air assez impressionnantes. Nintendo communique que le processeur va être certainement développé par Silicon Graphics. Donc quand on entend Silicon Graphics, on pense aux ordi qui ont permis de réaliser les dinosaures de Jurassic Park, on pense aux effets spéciaux de Terminator 2, donc on se dit, bah voilà, on va avoir quelque chose d'énorme avec la Nintendo 64. Bon, la réalité était un petit peu différente, parce que quand on a vu le produit fini, même si c'était très impressionnant, et on va en parler après, c'était pas aussi impressionnant que ce que on aurait pu penser, notamment dans la gestion de la 3D et cette espèce de flou qui était vraiment le point noir de la Nintendo 64. Donc, revenons au début de la Nintendo 64. La Nintendo est arrivée avec un jeu, celui-ci, Mario 64. Je l'ai eu en version japonaise. J'ai eu la chance de pouvoir d'être à New York l'été 1996, me semble-t-il. Je me souviens qu'il venait d'y avoir Independence Day, le film qui était encore au ciné, donc je pense que c'était 1996. Et je tombe sur une boutique à Chinatown qui proposait la Nintendo 64, donc cette version que l'on voit là, ici, je vais zoomer, hop, la voici, cette fameuse boîte. Alors il y a un accessoire à côté, mais j'en parlerai juste un peu après aussi. Donc cette fameuse boîte qui me faisait rêver, alors il faut dire que quelques mois avant, j'avais vu me tourner dans une boutique en France Mario 64. Sauf que la boutique a été obligée de fermer quelques semaines après parce que Nintendo était très très virulent sur les personnes qui proposaient la console en import. D'ailleurs c'est pour ça que j'étais très surpris de trouver à Chinatown la Nintendo 64 en boutique. Alors le vendeur me l'a vendu un petit peu sous le manteau, d'une façon pas officielle parce qu'elle était censée être en démo dans la boutique mais pas à la vente, mais il me l'avait quand même vendue. Donc je me suis régalé cet été-là avec Mario 64 qui était... alors là vraiment c'était une claque ce jeu. Ça c'était un vrai game changer comme il n'y en a pas souvent dans l'histoire du jeu vidéo. Je vais d'ailleurs montrer la boîte japonaise. Donc voici Mario 64 en version japonaise, donc c'est la version que j'ai eue à l'époque, avec cette magnifique boîte. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver cette boîte. Sublime là tout en blanc, c'est vraiment très 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 beau. Bon ça c'était la boîte, mais le jeu était tout simplement une révolution. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Déjà on n'avait jamais vu un jeu de plateforme action aussi beau. Puis c'était Mario.
Mario, jusqu'à présent, bon, ils étaient très très bien, les versions de la Super Nintendo, que ce soit Super Mario World ou Super Mario World 2, Yoshi Island, d'ailleurs on voit un tas de Yoshi là, c'était vraiment d'excellents jeux, mais tout le monde attendait le Mario en 3D. Et quel Mario en 3D! Là c'était vraiment une claque monumentale à plusieurs niveaux. Premièrement, le jeu, on n'avait jamais vu des mondes aussi vastes à explorer. Alors c'était pas des mondes ouverts, mais chaque niveau, comme on n'avait jamais vu de vrai monde ouvert à l'époque, ben, c'était déjà pour nous des mondes ouverts quasiment chaque niveau. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs ici on voit, au Japon ils avaient sorti une vidéo de gameplay. Donc on pouvait, c'était une cassette vidéo qui tournait. D'ailleurs on voit marqué ici For Game Professional Use. Donc c'était vraiment quelque chose qui tournait dans les boutiques de jeux vidéo. La démo de Mario 64, parce que c'était la grande époque de la VHS encore, hein, il y avait pas, le DVD n'était pas encore arrivé. Nintendo donc avait choisi de sortir Mario 64, ainsi que tous les jeux, sur support cartouche. Je reviens à côté de la console. Donc la Nintendo 64, c'était une console à cartouche, ce qui était vraiment à contre-courant par rapport à ce que Sega et Nintendo avaient sorti, puisqu'ils étaient déjà sur le CD-ROM. D'ailleurs, ça a coûté très cher à Nintendo, cette histoire de cartouche, puisque c'est aussi en partie pour ça que Square Enix est allé sur PlayStation, Square est allé développer ses jeux sur PlayStation, parce qu'il y avait une vraie limitation de données sur la cartouche, et puis surtout Nintendo faisait ça pour percevoir des royalties sur chaque cartouche vendue. On sait bien que Nintendo ne sont pas les derniers pour améliorer leurs résultats financiers, et je pense qu'ils avaient raison d'ailleurs, hein, ils ont vu leur propre intérêt d'entreprise avant de voir le côté technologique. D'ailleurs ils ont toujours fait ça, hein, par la suite ils ont jamais fait une course à la technologie, que ce soit après avec la GameCube ou la Wii. Même la Wii c'était pathétique en termes de caractéristiques techniques, c'était minable. La Super Famicom, c'était une technologie révolutionnaire à l'époque des 16 bits. Par contre, la Nintendo 64, c'était peut-être un peu mieux qu'une PlayStation, et encore, je ne suis même pas sûr. Ce qui différenciait la Nintendo 64 de la PlayStation en termes de gestion 3D, c'était le fait que les textures étaient lissées. La 3D était plus lissée. Alors là, on le voit par exemple là sur Mario 64, on voit moins les pixels. L'aspect texturé est plus propre. Mais la contrepartie, c'est qu'on avait quand même un gros flou surtout au loin. Il y a un jeu qui incarne ce flou, c'est Turok. Turok, il était fabuleux graphiquement, mais alors, il y avait un clipping incroyable, et puis une espèce donc ce fameux flou là sur toutes les textures qui était quand même assez désagréable. Bref, revenons à Mario 64. Avec cette intro mythique, on pouvait tirer les joues de Mario, on voyait que donc ça étirait les textures en temps réel, ce qui était aussi une prouesse à l'époque, ça n'existait pas, on ne l'avait jamais vu. Et puis les niveaux vastes, évidemment le niveau de la neige avec la luge, le niveau sous l'eau avec la musique incroyable. Là, les textures ont un peu vieilli, là, quand on le revoit comme ça maintenant, ça a pris un petit coup de vieux. Mais au niveau du gameplay, moi j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps dans la version Switch, où ils avaient ressorti Mario Sunshine, tout ça. D'ailleurs Mario Sunshine, moi j'avais moins aimé parce que la jouabilité, je la trouvais bien moins bonne que celle de Mario 64. Donc c'était un excellent jeu vraiment. Non, c'était même un jeu, c'est plus qu'excellent, c'était un chef-d'œuvre. Nintendo commence avec ce jeu, donc très peu de jeux au départ. Les autres jeux disponibles, je m'en souviens, si, il y avait Pilot Wings, je crois, qui était sympa, mais bon, voilà, c'était pas ce qu'on attendait vraiment. Donc Mario, on achetait la Nintendo 64 pour jouer à Mario 64. C'était vraiment ça à l'époque, ce qui s'était passé à la sortie. D'ailleurs, je me demande s'il y a eu une personne
qui a acheté en 96 la Nintendo 64 sans acheter Mario avec. Je ne sais même pas si ça existe, je ne pense pas. Nintendo arrive sur ce marché avec évidemment leur meilleur jeu, Mario 64, et la promesse aussi donc de proposer des jeux multijoueurs, puisque comme on le voit là clairement à l'image, il y avait 4 ports manettes sur la console, et ça aussi c'était révolutionnaire. Alors on peut parler aussi du fait que la manette était révolutionnaire. Déjà Nintendo avait fait très très fort avec la manette de la Super Famicom. J'en ai parlé dans l'émission Mega Drive versus Super Famicom. Elle était déjà révolutionnaire avec ses boutons, ce design magnifique, les boutons sur les tranches aussi, c'était vraiment une grosse révolution. Mais la Nintendo 64 avait aussi son lot de révolutions. Évidemment, on retrouve les couleurs classiques, le jaune, le vert, le bleu, le rouge qu'on retrouvait sur la manette Super Famicom. Donc il y a un lien évident avec l'ancienne génération. On trouve cette croix aussi, mais surtout le stick analogique qui permettait justement de jouer à Mario. Ben là on le voit dans l'eau, on pouvait se déplacer, on avait vraiment l'impression de nager, c'était très très bien rendu. Plus on appuyait, plus Mario allait vite. Ça, on n'avait jamais eu cette sensation. Jamais dans un jeu, on avait eu ce sentiment de liberté et de progressivité dans le gameplay. Donc ça c'était cool, il y avait aussi des boutons donc, sur le côté. Il y avait aussi la possibilité de mettre un Rumble Pack. Le Rumble Pack, on le voit ici parmi les accessoires. Là, hop, je vais zoomer dessus. Il est là, avec cette magnifique boîte. D'ailleurs, les boîtes japonaises, hein, que ce soit la boîte de la console ou des accessoires, c'était vraiment magnifique. Hein. La carte mémoire, le Rumble Pack. Moi, j'avais eu la chance d'avoir plusieurs manettes. Donc là, les manettes que je suis en train de montrer là maintenant, je les ai achetées bien plus tard pour la collection. J'ai jamais eu un panel aussi important de manettes à la sortie de la console. Mais ça fait tellement beau de les voir toutes les unes à côté des autres, comme ça. Par contre, pour revenir sur la manette, que ça coûtait très cher les manettes en import à l'époque. Hein. C'était le prix d'un jeu quasiment. J'avais 2 manettes. Et donc j'ai eu la Nintendo 64 pour l'été, à l'été 96. Et à Noël, Nintendo a sorti ça. Alors là, hop. Et je vais le mettre en démo tout de suite. Mario Kart 64. Alors déjà, le Mario Kart de la Super Nintendo, j'y avais passé des soirées entières. C'était absolument génial. Certainement le meilleur jeu de joueurs 16 bits. Je crois pas qu'il y ait mieux. Le mode de joueur, il était parfait. Graphiquement, il n'y avait pas de ralentissement. C'était génial. Peut-être le fait qu'il soit un peu lent, mais bon, c'était le concept des cartes. D'ailleurs, Nintendo a indiqué qu'ils avaient eu l'idée de Mario Kart à cause de la limitation technique de la gestion du mode 7. Ils ne pouvaient pas faire à 2 joueurs quelque chose de trop rapide, donc ils avaient eu cette idée de carte qui justifiait une vitesse moindre. C'était une très bonne idée d'ailleurs, et ça ne gâchait en rien le plaisir de jeu. Donc ce qu'on peut voir, c'est que moi je l'ai eu à Noël ce jeu, donc en Noël 96 je dirais. Est-ce qu'il y a un copyright qui indique la date de sortie? Ben oui, c'est ça, on le voit là. 1996, il est sorti en décembre au Japon. J'avais tanné le patron que je connaissais pour qu'il me le mette de côté parce qu'il n'en avait reçu qu'un seul exemplaire, il était hyper cher. Il était cher déjà parce que les jeux Nintendo 64 étaient beaucoup plus chers que les jeux PlayStation, vu qu'ils étaient en support cartouche. Donc déjà, le matériel de base, la cartouche versus CD-ROM, au niveau du coût de production, c'était peut-être 10 fois le prix. Donc déjà, les jeux de Nintendo 64 étaient chers. Et là, il était vendu avec une manette. Et la manette noire en plus. Je vais vous la montrer sortie de la boîte. Donc dans mon nouveau setup, là on n'est pas dans mes magasins, on est dans la pièce dans laquelle j'ai mon setup pour jouer. Donc là toutes les consoles sont connectées en RGB sur la téléviseur Sony Trinitron.
Saturn, NEC, Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64. Elle est là. Prête à l'emploi. Et voici la fameuse manette noire qui était livrée avec Mario Kart. Elle est bicolore, elle n'est pas entièrement noire, elle est vraiment en 2 couleurs. C'était donc le premier jeu en multijoueur à 4 joueurs. Ça aussi, c'était une évolution incroyable. On passait de Mario 64, qui était déjà révolutionnaire en jeu de plateforme, mais là, on passait sur un jeu, un Mario Kart entièrement en 3D, une première aussi, puisque c'est le deuxième épisode de Mario Kart 64. Le premier était en 2D avec un effet 3D grâce au mode 7 de la Super Nintendo. Mais là, on le voit là maintenant à l'écran, les décors, ils étaient quand même grandioses. Les salles, elles sont énormes. Ça, sur PlayStation, on n'avait pas ça. On n'avait pas de jeu avec des décors aussi grandioses. Il était quand même bien réalisé, hein, ce jeu, vraiment. Et puis, alors, le mode 4 joueurs, incroyable. Il était aussi fluide que le mode 1 joueur. Bon, les décors n'étaient pas extrêmement détaillés, c'est aussi certainement pour ça qu'il restait fluide. Le clipping, aucune différence en 4 joueurs. Là, on le voit d'ailleurs, on voit très loin. Il n'y a pas de bug d'affichage. C'était un jeu, le meilleur jeu multijoueur pour moi. Je pense que c'est sur celui-là que j'ai passé le plus de temps. Il était incroyable. Clairement dans mon top 5 des jeux sur Nintendo 64, il n'y a rien d'autre à dire. Suivi de Star Fox, qui avait été aussi quand même une grande surprise sur Super Famicom, Super Nintendo. Tout le monde a le souvenir que c'était le premier jeu avec des éléments 3D, des vrais éléments 3D, pas du mode 7, avec des polygones sur la Super Nintendo. Donc la version Nintendo 64 était quand même très attendue. Pour les mêmes raisons que Mario Kart, il était multijoueur, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de jeux encore à l'époque. Et surtout un multijoueur à 4 joueurs. Alors là, on était sur un jeu... franchement, moi, j'ai pas accroché plus que ça sur cet épisode. J'ai pas retrouvé le charme que j'avais trouvé sur la version... Super Nintendo. Il y avait un brouillard assez important aussi sur le mode 4 joueurs. C'était pas très beau. Bon, moi, ça m'a pas convaincu. J'ai quand même bien aimé le fait qu'il soit vendu avec le Rumble Pack. Ça, c'était sympa. Ça faisait 2 belles éditions. Une édition de Mario Kart avec une manette supplémentaire. Le Rumble Pack dans Star Fox. C'était sympa. Mais je ne le mettrai pas du tout dans mon top 5 des meilleurs jeux sur cette console. Mais je pense que c'était intéressant de voir la boîte japonaise, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent. Depuis tout à l'heure, là, je passe à côté de ces accessoires-là, qui sont quand même vraiment très très cool. Donc il était possible de monter en plusieurs éléments pour avoir un rangement pour Nintendo 64. Alors comme ça, avec les boîtes neuve, ça c'est pas si commun, donc voilà, j'étais content de le mettre en avant. D'ailleurs aussi j'ai une petite figurine bien sympa là de Mario Kart, une des premières figurines Mario Kart 64, un radiocommandé. Petit au passage aussi ce magnifique pins d'époque, très très beau. Bon, les manettes, on les a vues tout à l'heure, hein. Mais c'est vrai que ces boîtes-là, bleu, jaune, noir, rouge, verte, c'était trop beau. La version Pikachu aussi, bien sûr. Et les versions transparentes. Clear Blue, c'était vraiment ma préférée, moi, en transparent. Maintenant, on continue un peu dans le temps. Donc, après avoir sorti déjà ces magnifiques jeux, l'été 97, je vais à Hong Kong pour la première fois. C'était ma première fois en Asie. Je découvre Hong Kong, le Golden Center, et je découvre un jeu. Et là, je vois ça. Ça tournait dans toutes les boutiques.
Et je voyais les responsables de boutique, ils étaient derrière leur comptoir, là, un peu comme une boutique un peu comme ça, là. C'est toute mini boutique dans des allées, avec un comptoir, les produits derrière, comme ça. Et ils étaient tous en train de jouer à GoldenEye. Alors ce jeu, je me demande si c'est pas le jeu auquel j'ai le plus joué en nombre d'heures sur la Nintendo 64. Peut-être même plus que Mario Kart, qui déjà, on avait joué avec mes potes, on y avait joué des heures. Mais alors, GoldenEye, c'était incroyable ce jeu. Déjà, bon, c'était un jeu qui a été développé par Rare, mais on l'attendait pas du tout. J'avais vu le film, j'avais bien aimé le film, mais bon, voilà, c'était le nouveau Bond, nouvelle bagnole, on avait bien aimé. Mais j'attendais rien de ce jeu particulièrement. Je l'ai mis dans la console, le premier niveau, ouais, incroyable. Vraiment, le gameplay était génial. Bon, maintenant, il a vieilli. Je suis rentré de Hong Kong avec cette boîte japonaise. La version japonaise qui était... les Hongkongais vendaient énormément d'imports japonais. Il n'y avait quasiment pas d'import américain. Il y en avait peut-être un petit peu, mais c'était vraiment pratiquement que du japonais. Donc j'avais acheté cette version. Et je me suis aperçu très vite qu'il n'était pas facile de tout comprendre. Enfin, je voulais vraiment comprendre toute la subtilité des missions. Et comme tout était en japonais, c'était pas simple. Donc j'ai acheté cette version juste après. J'ai revendu la version japonaise à l'époque, je l'ai racheté plus tard. Et j'ai acheté cette version américaine. Et, parce qu'en plus, moi j'avais la Nintendo 64 japonaise. Donc il valait mieux que j'utilise des imports US. C'était beaucoup plus facile au niveau de la compatibilité que les versions françaises qui en plus étaient plus lentes. Là on était sur du 60 Hz. Donc voilà, ce jeu mythique avec toutes ces missions, je l'ai fini de A à Z en mission hard. Je me souviens même, il y a une mission que j'ai jamais réussi à finir et qu'un pote m'avait aidé à finir pour avoir le mode fini à 100% et pouvoir récupérer, je crois, le Golden Gun, le gun spécial que l'on pouvait avoir quand on avait fini le jeu à 100%. D'ailleurs, on voit à côté, alors ici, on est dans le magasin Ultima que j'ai montré maintes et maintes fois dans mes vidéos, enfin la réplique du magasin. Mais avant de parler des autres jeux, il y a quand même un jeu. Donc on a parlé des chefs-d'œuvre de la Nintendo 64, mais il y en a un, on ne peut pas passer à côté, c'est Ocarina of Time. Alors ce jeu, pour moi c'est le meilleur jeu, je le mettrai en tête de liste de mes jeux sur Nintendo 64. Alors j'aime pas trop filmer cette boîte. On peut voir pourquoi. Parce que elle a été abîmée pendant le transport. Ça me rend fou de voir cette boîte dans cet état, alors que c'est mon jeu culte. Je me suis dit plus tard, ouais, je vais la racheter plus tard. Je ne l'ai jamais racheté finalement. Je me suis contenté de la beauté de la version japonaise, que je vais montrer après. Mais voilà, moi j'ai eu celui-ci donc en 1998, sortie mondiale, un jeu qui est sorti quasiment le même jour, alors à un jour ou deux près. Il est sorti au Japon, aux États-Unis et en Europe en même temps. Quand il est sorti, je travaillais déjà dans cette boutique. Donc on avait reçu 7 PLV d'ailleurs. Voilà pour mettre le jeu en avant. Mais pas que cette PLV, on avait reçu aussi cette PLV. Alors pour moi, elle est mythique cette PLV. D'ailleurs, je l'ai mise bien en avant à l'entrée de ma pièce. Elle était dans le magasin et le patron me l'a donnée après la sortie du jeu. Enfin, quelques mois après la sortie du jeu, je l'ai récupérée une fois que l'engouement était un peu retombé. Je la trouve sublime. Elle me rappelle tellement de souvenirs puisque j'ai fait la sortie de ce jeu en magasin et je me souviens la queue devant la boutique avant l'ouverture. C'était très rare ça. Il y a très peu de jeux qui avaient eu ce succès. Il y avait eu Final Fantasy VII qui avait eu un succès du même type où on voyait des gens faire la queue devant la boutique avant l'ouverture. Mais pour Zelda 64, enfin pour Zelda Ocarina of Time, c'était carrément l'hystérie. En France, alors je ne sais pas comment ça s'est passé au Japon, mais en France, il y avait une pénurie de jeux qui était très importante. Et donc,
Il y a une pénurie tellement importante que il y avait eu un article paru dans le journal local. Voilà, le journal d'époque de 1998 dans lequel on voit l'article avec le titre « Il y aura peu d'élus au royaume de Zelda » et le journaliste essaye de comprendre ce qui se passe avec ce phénomène de société. Là, on me voit tenir la boîte française de Zelda, boîte mythique. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je me demande où est-ce que j'ai mis cette boîte. Certainement dans ma réplique de la boutique Ultima. Allons voir ça. Voyons un petit peu cette merveille, la boîte japonaise. Elle est quand même incroyable cette boîte. C'était d'une beauté. Ça c'est fou. Bon, après là c'est vrai que la version de Link to the Past aussi était magnifique en version japonaise. Bon, même la version NES, elles sont toutes belles hein, les boîtes. Hein. Majora's Mask aussi. Alors ça c'est un épisode que moi j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. C'est ma plus grosse désillusion en Zelda, je pense. Jamais j'ai été déçu comme ça. J'avais tellement envie de faire ce jeu après le Ocarina of Time. J'ai été dégoûté par ce concept où on perdait tous ces items, il fallait revenir à zéro. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ça, mais moi j'ai vraiment détesté. Donc j'en ai vraiment voulu à Nintendo. J'étais vraiment en colère parce que c'était mon jeu culte. Et là, je voulais une suite et j'ai eu cette suite. Cette suite ne m'a pas du tout convaincu, malheureusement. Bon, malheureusement pour moi, hein, puisqu'il reste de nombreux fans de cet épisode. D'ailleurs, on voit la version en boîte DS ici, qui était sortie quelques années après. Mais je ferai une émission spéciale Zelda où je montrerai un petit peu toutes les merveilles. Le succès est énorme, vraiment, c'est énorme. Alors il faut dire, alors voilà la boîte française. Boîte mythique pour une grande partie des Français hein, qui n'ont connu que cette version. Moi j'ai eu la chance d'avoir connu les 3 versions et d'avoir les 3 versions, mais j'ai joué moi à la version américaine et j'ai vendu la version européenne de ce jeu mythique. Ce jeu, pour moi c'était la perfection ce jeu. Graphiquement, il faut dire qu'il était sorti 2 ans après la sortie de la console. C'est un jeu qui avait été repoussé maintes et maintes fois. Nintendo avait voulu sortir un jeu parfait, ce qui était le cas. Moi je vois aucun point négatif sur ce jeu. Pour moi c'était la perfection en 1998. Et c'était l'année où la Dreamcast sortait. Donc là, il faut se rappeler que la Dreamcast, en version japonaise, elle est sortie en 98. Donc ça semble fou que ce jeu qui était de la génération précédente sorte en même temps qu'une console 128 bits. Effectivement, il était déjà graphiquement un peu en retard par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur Dreamcast, bien sûr. Si on compare avec Sonic Adventure qui était sorti quasiment au même moment, bon, on n'était pas du tout sur le même type de graphisme, mais ça n'avait aucune importance. Le jeu était parfait au niveau du gameplay, au niveau... il y en avait qui trouvaient ça dommage qu'on ne puisse pas utiliser le bouton de saut, que Link sautait automatiquement. Bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre au début, mais finalement ça rendait le gameplay fluide et agréable. Il est dans mon top 5, toutes consoles confondues, tout jeu vidéo confondu. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Alors, on parlait tout à l'heure de GoldenEye, d'ailleurs, qu'on peut voir. Ça, c'est une PLV qu'on avait dans la boutique. Et ça, c'est une version de la console qui était sortie. Je ne crois pas qu'elle était disponible en France sous cette version-là. Il me semble que c'est sorti qu'au UK dans cette version-là. Et donc, ce jeu aussi qui a eu un énorme succès. Encore une fois par l'éditeur Rare. On attendait la suite, moi j'attendais vraiment la suite. Et on l'a eu la suite avec Perfect Dark. Perfect Dark, la version française ici, version japonaise ici, qu'on connaît beaucoup moins, avec une boîte quand même bien canon. Mais quand même une déception. Il était génial, hein, Perfect Dark. Très bon gameplay. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est sorti trop tard. Il est sorti déjà, je crois qu'il est sorti en 99, 2 ans, quasiment 3 ans après GoldenEye. Donc déjà c'était trop tard, on était sur d'autres
machines, notamment la Dreamcast, on ne retrouvait pas le charme, bizarrement. Il y a un niveau, une villa, qui était vraiment très similaire à GoldenEye, qui était fabuleux, mais le côté futuriste, moi j'avais pas accroché, quoi, voilà, à ce jeu. Mais il était très 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 bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi sur cette console qui était bon? Alors voilà ça, alors on en parlait tout à l'heure, Majora's Mask, voici la version européenne, qui avait quand même une belle boîte. À côté, le Castlevania. Alors celui-là, moi j'avais été vraiment déçu. Graphiquement, c'était pauvre. Au niveau du gameplay, c'était poussif. Grosse déception sur ce Castlevania. Bon, j'ai mis FIFA 98 parce que franchement, c'était un gros succès en magasin, mais moi, j'y ai jamais joué. C'était pas du tout mon type de jeu. Pareil aussi avec le International Superstar Soccer, donc ISS 98, qui paraît qui était excellent, mais moi, j'ai jamais joué. Bomberman 64, alors ça, c'était sympa. C'était sympa mais sans plus. Le mode 4 joueurs était cool, mais je sais pas, j'avais pas retrouvé le charme de la version PC Engine non plus. Idem pour Donkey Kong. Petite déception pour moi Donkey Kong, alors que la version Donkey Kong Country là, de la Super Nintendo était un chef-d'œuvre. Ben, j'avais moins été emballé par cette version, peut-être aussi sortie trop tard. Mais par contre, ce jeu Banjo-Kazooie. Alors ça, je le mets carrément dans mon top 5 Nintendo 64, au même titre que Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye, Zelda Ocarina of Time, et je rajouterai donc en cinquième Banjo et Kazooie, qui était magnifique. Il est sorti à l'été 98, je me souviens très très bien parce que c'était la Coupe du Monde en France. Et d'ailleurs, il y avait eu ce jeu avec la mascotte Footix que je trouvais ridicule et que je trouve cool maintenant avec le recul. D'ailleurs, cette boîte de ISS, la World Cup, était très très belle aussi. Et donc, il était sorti en même temps que les autres jeux de la Coupe du Monde, été 98. Ça, c'était le jeu de mon été 98. Il était fantastique. Encore un jeu rare, sublime. Donc ça, c'était un des meilleurs jeux aussi. On a eu quoi? On a eu aussi Ogre Battle, qui était sympa, mais que j'ai pas fait. Je parlais de Turok aussi. Celui-là, je l'ai fait en entier. J'avais beaucoup aimé Turok, malgré ses défauts. C'est Turok 2 qui utilisait l'expansion pack. Alors, je vais essayer de trouver une Nintendo 64 dans lequel je l'ai mis. Là, nous sommes encore dans ma boutique, la réplique Ultima, et on avait, derrière le comptoir, comme on peut voir ici, on avait tous les accessoires de la Nintendo 64, des cartes mémoire, des vibreurs, des Rumble Pack, et aussi des packs d'extension. Alors, je vais en prendre un, qui sont devenus bien rares en boîte maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça aussi, c'était assez révolutionnaire à l'époque. J'avais adoré le concept. On le mettait ici. On l'insérait ici. Et c'était un peu comme maintenant la PS4 ou la PS5 Pro. On avait une image de meilleure qualité. Alors notamment la résolution qui était un petit peu meilleure grâce à cet accessoire. Et un des jeux qui l'utilisait assez bien, c'était Perfect Dark, dont on parlait tout à l'heure. Et Turok aussi. Il me semble qu'il y avait aussi moins de clipping et qu'on voyait un peu plus loin. Donc on a parlé des jeux européens, américains. Il faut voir aussi que Nintendo a sorti pas mal de jeux qu'on a eu en version japonaise uniquement. Là je vous fais un petit tour des versions japonaises, surtout pour les boîtes. Ah oui, Mario Party aussi, ça c'était bon sur la Nintendo 64. Une série de jeux qui avait cartonné en magasin. Pareil aussi pour le Star Wars, qui était plutôt pas mal. Même il y avait des gros fans, je me souviens. Moi, je ne faisais pas partie des fans, mais c'était un bon jeu. Il y avait aussi ce jeu que j'avais acheté à Hong Kong, je me souviens. Alors ça, c'est un jeu qui permettait d'éditer son propre shoot'em up. Il y avait des modèles 3D à l'intérieur. Bon, j'ai jamais réussi à m'en servir, mais ça avait l'air tentant. Le Ogre Battle, on le revoit ici en version japonaise. Alors, il y a des jeux totalement obscurs comme du pachinko, mais la boîte est sympa.
ou des jeux de casino avec ce lapin là ridicule, ou cette boîte aussi là qui est absolument magnifique, Pachinko. Ça c'est un jeu de baston moisi, c'était vraiment minable, je ne sais même plus comment il s'appelle, on s'en fout. À Snowball Kids, j'ai beaucoup joué, je l'avais fini à 100% aussi avec mes potes en mode 4 joueurs, il était vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Puyo Puyo on s'en fout, Bomberman j'en ai parlé, bon c'était moyen. La suite de Banjo, bon, je ne l'ai pas fait, il est sorti trop tard, après j'étais sur autre chose. Alors ce jeu, aussi avec une boîte sublime, Zulu je crois. Smash Bros aussi, Smash Bros, tiens, j'avais oublié celui-là, bon moi j'accrochais pas du tout au concept, mais il paraît que c'était très bien. Grosse déception sur le Yoshi Island, alors là vraiment j'avais été hyper déçu de la version Nintendo 64. Par contre là ici on voit un peu dans l'ombre le Diddy Kong Racing, il était vraiment sympa ce jeu. À 4 joueurs, très très bon, il y avait des avions pour une fois, donc ça changeait de Mario Kart parce qu'il y avait une notion de vol aussi qui était super. Autre très très grand jeu de la Nintendo 64, 1080, souvent considéré comme le meilleur jeu de Snow, toutes consoles confondues à cette époque. Il était très beau, très fluide, super jouabilité. Bon, le Donkey Kong on l'a vu. Et on parlait tout à l'heure de cet accessoire, ce lecteur de disques qui permettait d'avoir des jeux avec un format disquette. Donc je vais vous en montrer un. Alors justement, ça me faisait rêver. Le F-Zero Expansion Kit. Donc il permettait d'éditer ses propres niveaux d'F-Zero, d'F-Zero X. Et je crois qu'il y avait des courses inédites aussi intégrées dans cette version. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une grosse disquette. Ah, le format faisait rêver. Hein. Des jeux inédits à ce support. Mais il y en a d'autres. Hein. Bon, il y a des jeux... ça, c'est une rareté, mais je ne sais même plus ce que c'est. Mais il est vraiment très très rare, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait qui me faisait rêver d'autres? Ça aussi, c'est une rareté, mais je ne sais plus ce que c'est. SimCity 64. Alors ça, voilà un truc qui me faisait rêver. J'ai jamais joué. Parce que j'étais au Japon à cette époque et j'ai pas pu profiter de jouer à ces jeux. La ville totalement en 3D, entièrement en 3D, c'était la première. Moi j'avais adoré SimCity 2000, alors là, jouer en 3D dans un SimCity, on pouvait avoir une vue intérieure de la ville, on pouvait se balader dans les rues en 3D, ce qui était fou à l'époque comme concept. Bon, après, il y a beaucoup de jeux dont on se fiche. Il y a les Mario Artistes. Voilà, bon, après le reste, c'est pas très intéressant. C'était surtout F-Zero et SimCity qui faisaient rêver à l'époque sur ce support. Voilà la boîte qui est maintenant très très rare. Je vous ai montré la console, enfin l'accessoire tout à l'heure. Il y avait aussi ces boîtes de rangement là qui étaient quand même sympas. Boîte de rangement pour cartouches à l'effigie du jeu. Donc là, il y a la boîte, c'est Mario 64 et on voit Mario 64 à l'intérieur. Ça, c'était cool. Il y avait Mario Kart aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la Nintendo 64 dont j'ai pas parlé? Un petit éventail. On voit aussi Wave Race, un jeu qui avait eu énormément de succès en Europe. À la sortie de la Nintendo 64, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Et donc une fois que tout le monde avait fait Mario 64, eh bien, il se rabattait souvent sur Wave Race, qui avait eu son heure de gloire avec ces vagues là qui étaient très bien rendues. Voilà, une PLV aussi, là on la voit, de Mario 64 qu'on avait mis dans la boutique à l'époque. Et en parlant de PLV Mario 64, j'avais aussi récupéré celle de Mario Kart 64, qui était en vitrine aussi comme ça pendant un moment. Et justement, pas longtemps parce que sinon elle aurait cramé au soleil. Et là, elle est en parfait état. Donc ça, c'est une PLV qui me rappelle tellement de bons souvenirs. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la Nintendo 64. Ah, il y a aussi cette version Pikachu qui est sympa, qui devient un petit peu rare maintenant. La voici en display. Bon, j'ai mis Zelda, c'est la version française de Zelda d'ailleurs. Voici le pack Mario 64. Très très moche, hein. Le design du pack est assez dégueulasse. Il y a encore le prix en francs de ce que je l'avais payé et en euros, donc 18 euros. Donc 18 euros, la console avec Mario d'occasion. Alors ça c'est le prix que moi je l'avais acheté puisque je travaillais en boutique, donc je l'avais payé prix coûtant.
mais pour 18 euros, on pouvait avoir ça à l'époque. Ça paraît dingue maintenant. Cette version, donc j'avais montré la manette bleue tout à l'heure, voici la console. Et ma préférée, la voici, la Nintendo 64 Gold. Je crois qu'elle était sortie qu'au Japon, en tout cas elle n'était pas sortie en France. Et je vais vous montrer, sortie de la boîte, la version de base. Et là, pour le plaisir des yeux, la version Gold avec ces deux manettes. Et on voit aussi le Zelda Ocarina of Time, version Gold aussi, qui était sorti en version Gold aux États-Unis. Alors je crois que c'était une version spéciale, hein. Parce que moi le mien que j'avais eu en version américaine, je ne crois pas qu'il était doré comme ça. C'était une autre version, je crois. Mais en tout cas, le combo Ocarina of Time Gold, console Gold et manette Gold, c'est quand même quelque chose. Quelle beauté! Ben, nous allons finir sur ça, cette émission spéciale Nintendo 64. J'oublie encore une fois certainement quelque chose, ça me donnera l'occasion peut-être d'en refaire une autre. Merci d'avoir suivi, à bientôt.